Et donc, dans ce deuxième volet donc, de ce programme qui s'intitule Meditamundi et qui traite exclusivement d'une question très intéressante qui est la méditation. Donc, hier, nous avons commencé et nous avons essayé de donner, on va dire, les bases et les fondements de ce qu'est la méditation. Et bien sûr, nous n'avons pas été exhaustifs. Et s'il était possible d'être exhaustif sur un tel sujet, un sujet qui peut si profond et un sujet millénaire, et en plus très personnel, parce que la méditation, c'est quelque chose de personnel. Donc, la culture gnostique, puisque nous sommes au sein de la culture gnostique, ne fait que donner des orientations au sujet de la méditation. Et bon, ce qu'il y a, c'est que ce qui peut convenir à quelqu'un peut convenir à d'autres. C'est pourquoi nous développons un peu de cette manière le thème de la méditation, parce que nous pensons que ça peut convenir à d'autres. Hein, c'est comme une bonne recette de cuisine. Si nous savons si nous sommes contents avec une recette de cuisine, donc on va la transmettre à d'autres pour qu'ils en profitent. Bon, la comparaison est un peu presque un peu terre à terre, mais bon, c'est bien. Donc, on a une première image, voilà, qui nous parle de l'objectif, puisque le titre de ce deuxième volet, c'est Objectifs et bénéfices de cette pratique millénaire. Millénaire parce que c'est une pratique dans toutes les sociétés humaines les plus anciennes, on connaît la méditation. Ce n'est pas quelque chose propre à notre époque, bien entendu. Donc, l'objectif de la méditation, bon, c'est un objectif, c'est là où nous voulons aller. Hein. L'objectif, c'est comme l'endroit, le but de la méditation. En tant que science, la méditation se fixe un but, bien entendu. Et donc, elle se fixe un objectif, elle essaye de préciser là où nous voulons arriver. Donc, où souhaitons-nous aller? Voilà. Et donc, pourquoi allons-nous pratiquer la méditation? Parce que dans le fond, la question est là. Bon, pourquoi pratiquer la méditation? Donc là, sur l'image, on voit pour nous détendre, ou bien pour nous calmer, pour nous guérir de l'insomnie, parce que oui, nous savons que l'insomnie, c'est une maladie très grave, dont souffrent beaucoup de personnes. Et nous savons aussi que la pratique de la méditation peut amener une personne à retrouver un sommeil normal. Ou on va pratiquer la méditation pour se sentir mieux, se sentir bien. Bon, en fait, il y a beaucoup de possibilités. Quand on parle de détente, bon, bien sûr, il y a la détente du corps physique. Bon, mais la détente du corps physique, pratiquement, nous allons dire que c'est la plus facile à obtenir. La plus délicate, c'est la détente au niveau émotionnel. Et ensuite, la détente au niveau mental, question que nous avons déjà abordée hier, donc dans le premier thème sur la méditation. Apprendre à apaiser le mental. Voilà. Donc, au travers de la méditation, on va pouvoir atteindre un certain nombre d'états normaux. Hein, on n'est pas en train de parler de choses anormales, des états normaux qui vont permettre à la personne de pouvoir vivre de manière plus équilibrée. Donc, on va dire que là, en cet instant, voilà, on voudrait faire une petite digression, oui, parce que dans le fond, il est tout à fait normal qu'une personne souhaite ou aspire à retrouver le bien-être, recherche la détente, la tranquillité, la sérénité.
Ça, c'est tout à fait normal. On pourrait dire pratiquement c'est un droit pratiquement inaliénable de l'être humain que d'être à la recherche de cela, de la paix, de l'harmonie, etc. Mais dans le fond, si l'être humain est en train de rechercher tout cela, la raison profonde, c'est que ça lui manque dans la vie quotidienne. Il sent que ça lui manque. Donc, il recherche quelque chose. Et il recherche quelque chose qui lui manque. Alors c'est étrange parce que ça lui manque, mais il le recherche. C'est-à-dire, pratiquement, c'est quelque chose qui lui manque, mais s'il le recherche, ça veut dire qu'il le connaît déjà. Parce que jamais on ne va rechercher quelque chose qu'on ne connaît pas déjà. Donc, là déjà, il y a quelque chose d'assez mystérieux et qui indique peut-être, et ça c'est une vision, en tout cas de la culture gnostique, que nous avons perdu quelque chose. Donc, nous avons perdu quelque chose et nous sommes à la recherche de quelque chose, de ce quelque chose que nous avons perdu. Et là, l'image nous dit perdu, oui, mais quoi? Évidemment, la question est entière. On va dire, ce qui est établi, dans notre manière de penser, de voir les choses, dans notre idiosyncrasie, ce qui est établi, c'est que nous sommes le fruit du hasard. Donc, nous naissons, nous vivons, nous grandissons, nous formons une famille, ou nous n'en formons pas, etc. Nous jouissons, nous souffrons, et nous mourrons. Et c'est terminé. Ça, c'est la vision, on va dire, que nous avons reçue et avec laquelle nous vivons tous les jours. Il y a quand même, de temps à autre, des choses qui nous arrivent, qui peuvent nous arriver, qui nous sont déjà peut-être arrivées, de nous poser ce type de questions qui sont donc sur cet écran. Pourquoi sommes-nous là? Quel but a la vie? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est la raison d'être de tout cela? Ces questions, ce ne sont pas des questions ordinaires. Ce ne sont pas des questions qu'on se pose tous les jours. Ça ne fait pas partie de nos préoccupations quotidiennes, loin de là. Mais il peut se faire que de temps à autre, nous ayons une véritable interrogation, une véritable inquiétude même, une forme d'inquiétude un peu douloureuse sur les raisons de tout cela. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Alors, nous disions tout à l'heure que la vision générale que nous tous nous avons, c'est que nous sommes le fruit du hasard. Et on a le droit de se poser la question, oui, le hasard. Donc, l'être humain, hasard. L'être humain, c'est quand même quelque chose de terriblement bien accompli. Parlons de la partie physique. C'est quelque chose d'extraordinairement bien organisé. Alors, on se dit, ah, oui, ce monsieur ou ce principe qu'on appelle hasard contient une science extraordinaire. Puisque si nous sommes le fruit du hasard, ça veut dire que ce hasard-là, il a une capacité d'organiser, et en particulier un corps physique humain. Quand on connaît la difficulté de pouvoir organiser un moteur de voiture ou un ordinateur, ça c'est pas fait du jour au lendemain, on se dit, eh ben oui, mais alors le hasard, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il est capable d'organiser un corps physique. Bon, ça, ce sont des réflexions que nous faisons, parce que, oui, il est nécessaire de temps à autre de bousculer un peu nos habitudes, notre manière de voir, notre manière de considérer les choses de la vie. Voilà. Donc, oui, ces questions-là que nous avons sous les yeux, elles sont étranges. Aussi étranges que cette
on va dire, cette assertion que nous avons tous reçue que nous sommes le fruit du hasard. Tout cela est étrange. Donc, si une question, donc, ces questions-là, ou n'importe quelle question de notre vie quotidienne, cause en nous une profonde inquiétude ou une profonde réflexion, nous sommes prêts à pouvoir emporter tout cela dans ce qu'on appelle la méditation. Car la méditation dont parle la culture gnostique, ça n'est pas une méditation pour s'endormir. Ça n'est pas une méditation pour forcément être très bien. C'est une méditation pour connaître un peu plus profondément ce que nous sommes en train de faire, ce pourquoi nous sommes là. Donc c'est une méditation un peu spéciale. Et c'est pourquoi on parle de la méditation en tant que science. Donc là, on représente c'est une ville, une énorme ville, une capitale. Hein. Bon, il y a un arc-en-ciel, ça c'est très joli. Bon. C'est le monde, voilà, c'est notre monde, c'est là où nous vivons, nous tous. Hein. Et le champ d'investigation de cette science de la méditation, ce champ d'investigation, c'est ça, c'est le monde. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous nous trouvons organise pour nous des événements, des situations, une vie quotidienne. Nous vivons au milieu d'un monde, et nous en recevons les impacts d'instant en instant. C'est là le champ d'investigation de la science de la méditation. Tout événement, toute situation qui se présente dans notre vie quotidienne, toute trace, c'est-à-dire, il y a des situations qui laissent des traces un peu désagréables. Il y a des situations qui laissent des traces à l'intérieur. Et puis, on s'en souvient et ça revient, on n'arrive pas à les oublier, etc. Ce sont des traces un peu remarquables, non? Toutes ces traces pourraient faire le sujet de profonde méditation. Parce que dans le fond, ces traces qui sont des traces que nous portons à l'intérieur, contiennent quand même un certain nombre de choses incomprises. On ne sait pas ce que c'est. Nous vivons avec ça, mais nous ne savons pas ce que c'est. Mais nous disons que nous savons, parce que comme nous vivons avec cela tout le temps, nous pensons que nous connaissons ces choses-là. Mais en fait, nous devrions dire plutôt que nous en souffrons. Voilà, nous en connaissons la souffrance, mais nous ne savons pas d'où ça vient, ou ce que c'est. Hein? Donc, vraiment, tous ces événements, toutes ces interrogations que nous pouvons avoir sur nous-mêmes et sur toutes ces difficultés de la vie quotidienne pourraient être des sujets de profonde réflexion et méditation. Alors, nous en étions restés au fait de, rechercher de se sentir, essayer de se sentir bien grâce à la méditation. Il est tout à fait normal, donc c'est ce que nous disions, que nous recherchions à nous sentir bien. Bon. Ce qu'il se passe, c'est que souvent, dans cette recherche, il manque un volet. Il manque quelque chose. Hein? On va dire, il manque l'autre face de la pièce. Parce que pourquoi nous ressentons un manque de plénitude? Nous ressentons un manque. Hein? Pourquoi nous pouvons ressentir peut-être une douleur, peut-être une souffrance, un désagrément, etc. D'où vient cela? Si quelqu'un a mal aux dents, il va voir, ce qui est tout à fait normal, il va aller voir le dentiste. Bon. Et donc, il y va parce qu'il sait que le dentiste va lui arranger
le problème et il ne va plus souffrir. Mais il arrive aussi que nous ne voulions pas aller, nous ne voulons pas aller chez le dentiste parce que non, il va nous faire mal le dentiste. Et donc, nous n'y allons pas. Et donc, nous préférons continuer de souffrir plutôt que de régler le problème de cette souffrance. Donc, c'est une situation un peu spéciale, celle-ci. Parce que dans le fond, nous souffrons plus ou moins, il y a des jours où on est content quand même. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse à la méditation, on s'intéresse à ces choses un peu profondes quand on ressent un peu de mal-être. Si nous étions bien, sans problème, comme on dit, ce qui est plutôt très rare, c'est sûr que nous n'aurions pas l'idée de nous intéresser à cette science de la méditation. Donc, notre situation est un peu curieuse parce que, dans le fond, on ressent un certain nombre de mal-être. Pratiquement, nous pouvons connaître la manière de nous guérir, mais nous n'osons pas rentrer dans ce domaine de la guérison parce que nous avons peur de souffrir. C'est curieux, ça. C'est une drôle de situation que la nôtre. C'est-à-dire qu'on recherche le bien-être, mais le bien-être nous fuit. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, parfois, il peut se faire qu'une technique de méditation, telle technique de méditation, nous avons commencé à rentrer là dans une technique, et puis au bout d'un certain temps, elle ne nous a pas apporté ce que nous attendions. Donc, on va changer, on prend une autre technique. Et puis, au bout d'un certain temps, il se passe la même chose, et elle ne nous apporte pas ce que nous recherchons. C'est-à-dire quelque chose de mieux. Un bien-être, un bonheur, une paix, une harmonie. Et comme le dit cette image, voilà, la vie s'écoule. La vie s'écoule, donc en passant de moments agréables à des moments désagréables. Des moments désagréables à des moments agréables. Nous connaissons tous ça, ce phénomène. Et voilà, nous vivons avec cela. Bien que nous vivions avec cela, nous tous, nous ne sommes pas, disons, ça ne nous plaît pas. Dans le fond, ça ne nous plaît pas. On voudrait bien que ce soit différent. Avec toutes ces explications que nous sommes en train de donner, nous commençons à comprendre que les objectifs de la méditation sont très diversifiés. Mais donc, sous le seul terme de méditation, sont regroupés un certain nombre de pratiques, de techniques qui n'ont pas toutes le même but. Il y a des buts qui ne sont pas identiques. Et c'est pourquoi, quand on parle de la méditation au sein de la culture gnostique, oui, on a un peu de difficulté à parler forcément du bien-être, bien qu'on sait que la méditation apporte quelque chose de mieux. Mais nous savons aussi que la méditation, le but profond de la méditation, c'est autre chose. Et c'est de cela que nous allons parler. Voilà. Nous parlons d'un mot un peu spécial, le vide illuminateur. La recherche ce que recherche la méditation dans la culture gnostique, c'est ce que nous appelons l'extase. L'extase, c'est un phénomène très naturel, extrêmement naturel. Notre vie est devenue tellement compliquée que, nous ne comprenons pas ce qu'est le sens de l'extase. C'est une chose très naturelle. Là, nous avons représenté sur cette image,
comme nous en avons parlé hier, physique, émotionnel, mental. Donc, on va relâcher le corps physique, on va relâcher la partie émotionnelle, nous allons relâcher la partie mentale. Et si nous arrivons à faire une bonne séquence de tout cela, il va se passer quelque chose d'inhabituel que nous avons représenté là. Donc, une essence. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose que nous appelons essence. Et cette essence s'échappe et va faire l'expérience de ce qu'on appelle le vide illuminateur. Dans les temps anciens, on parlait du ravissement. Le ravissement, quelqu'un peut dire par exemple, je suis ravi. Hein? Ravir, le sens de ravir, c'est aussi voler. Voler, c'est-à-dire prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, quand on fait l'expérience du vide illuminateur, quand on fait l'expérience du ravissement, en fait, quelque chose est volé. Et donc, ce qui est volé, c'est l'essence. L'essence est volée à ce monde dans lequel elle se trouve prisonnière, qui est notre monde psychologique intérieur. Donc, notre psychologie personnelle, individuelle, tient enfermé quelque chose qu'on appelle essence. Bon, c'est un peu mystérieux cette essence, parce que on nous en parle. Là, je vous en parle ce soir. Bon. Qu'est-ce que chacun de nous peut ressentir au sujet de cette question que nous appelons essence. Donc, dans ce phénomène de l'extase, donc l'essence qui va au vide illuminateur. Le vide illuminateur, c'est quelque chose dont parle un certain nombre, dont il est question dans la culture gnostique. Et donc hier, nous parlions du fait que quand on rentre dans le phénomène, dans la science de la méditation, on va s'intéresser à la partie physique, ensuite à la partie émotionnelle, ensuite à la partie mentale. Et finalement, nous allons passer au-delà de la partie mentale. Quand nous passons au-delà de la partie mentale, en fait, ce n'est pas nous qui passons au-delà de la partie mentale, mais c'est ce petit élément mystérieux, le mystère des mystères à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui s'échappe et va faire l'expérience du monde d'où elle vient. Parce que le vide illuminateur, c'est le monde de notre essence individuelle à chacun d'entre nous, laquelle se trouve prisonnière, enfermée à l'intérieur d'un monde qui est notre monde psychologique interne. Qu'est-ce que c'est notre monde psychologique? C'est tout ce que nous pouvons ressentir dans la vie quotidienne, tout ce que nous pouvons penser dans la vie quotidienne, tout cela surgit de notre monde psychologique interne. Et à l'intérieur de ce monde psychologique interne se trouve enfermé, oublié. On ne peut pas l'écouter, on ne peut pas l'entendre, parce que nous n'avons plus les capacités de pouvoir l'entendre. Ce mystère des mystères qu'on appelle essence, que certains peuvent appeler l'âme. L'âme qui s'échappe dans le vide illuminateur permet à l'être humain donc de faire l'expérience de ce que on appelle l'extase. La question de l'essence humaine, c'est une question un peu délicate. À notre époque, nous tous les êtres humains, nous avons oublié cette question-là. Pourquoi nous l'avons oubliée? En fait, la question de l'essence est intimement liée à une autre question qui est la question religieuse. Et comme
la question religieuse a souffert, on va dire, d'une très mauvaise digestion, vu que les aliments qui sont offerts et proposés sont devenus totalement indigestes pour l'essence de chacun d'entre nous. L'essence s'alimente de quelque chose de très mystérieux, que les anciens ont appelé, on va dire, mystère, mystique, religion, etc., etc., etc. Mais là-dessus, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension. Et donc, le résultat, c'est que chacun d'entre nous, si on nous parle de l'essence, on va avoir tendance à lier le concept même à quelque chose que nous ne voulons plus entendre parler. Donc, on va passer à cette autre image pour essayer d'expliquer d'où vient cette essence. Parce que, voilà, c'est le centre de la question de la méditation dans la culture gnostique. D'arriver à permettre à l'essence de s'échapper. L'essence ne pourra pas s'échapper si nous ne connaissons pas un peu mieux comment nous sommes faits psychologiquement. Hein? Psychologiquement, chacun d'entre nous, nous avons notre psychologie. Et chacun d'entre nous, bon, il nous faut nous débrouiller avec ce que nous avons. Alors, donc, nous avons une petite représentation, là. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. On essaye toujours de représenter les choses qui sont impossibles à représenter. On essaye toujours de les représenter avec des dessins. Bon, souvent on dit qu'un dessin vaut mieux que 1000 paroles. Voilà, donc c'est l'exemple. Mais je ne sais pas si chacun d'entre nous, on va comprendre ce qui est écrit et ce qui est dessiné là. En tout cas, ce que nous voyons là, c'est que les petits points jaunes là, qu'on voit et qui suivent ce trait noir qui sort de cette masse noire dans laquelle est écrit cela. Cela. C'est cela. Donc l'essence, elle sort de là. Cela a bien sûr quelque chose à voir avec ce dont nous venons de parler, qui est le vide illuminateur. Donc, notre petite essence, elle sort de cela. Et elle se retrouve à commencer à rentrer dans le monde, on va dire, de la manifestation. Et dans le monde de la manifestation, elle va tourner autour d'une roue. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout cela, mais quand même, voilà, ça nous indique, cette roue, que les choses reviennent. Et puis, cette essence, elle vient de cela, voilà, et elle rentre, on va dire, dans le monde de la manifestation, dans le monde physique, et elle commence à donc à s'installer, ou le terme est mal dit, mais à être déposée dans la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? La matière, c'est tout ce qui nous entoure. Hein, c'est nous-mêmes, et puis ce sont les arbres, ce sont les plantes, ce sont les animaux, ce sont les maisons que nous avons, etc. etc. Bon. Donc cette essence va animer tout ce monde. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous avons un élément qu'on appelle essence. C'est pas parce qu'on lui donne un nom qu'il ne continue pas à être aussi mystérieux. Et ce petit élément est passé déjà, a déjà eu une expérience de la vie énorme. Ce petit élément est déjà passé par des corps, certainement par beaucoup de corps physiques humains. Ce petit élément que chacun d'entre nous portons, certainement est déjà passé par beaucoup de corps animaux, beaucoup de corps végétaux, dans des minéraux aussi, etc. C'est-à-dire que ce petit élément que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous, inconnu, oublié, contient toute la science de l'univers. Parce que ce petit élément vient de là-haut,
si on peut parler dans ces termes-là, parce que, bon, on dit là-haut parce que c'est notre habitude, mais bon, vient de cela. Et elle vient avec toute la science de cela. Et en plus, elle vient dans toute la partie, on va dire, physique, bon. Et elle a la connaissance de tout. Et ça se trouve à l'intérieur d'un être humain. C'est pourquoi il vaut la peine de s'intéresser quand même à notre psychologie qui tient enfermé ce grand mystère. Et dans les écoles gnostiques, dans la culture gnostique, on s'intéresse beaucoup à la méditation parce que nous savons que pour pouvoir reconnaître cet élément-là, il nous faut nous rentrer de plein pied dans notre propre psychologie. Et il n'est pas possible de rentrer dans notre propre psychologie si nous ne commençons pas à avoir une observation profonde de nous-mêmes. Et on va avoir une observation profonde de nous-mêmes grâce à la science, ou au moyen plutôt de la science de la méditation. Donc, la méditation peut nous apporter énormément d'informations. Informations sur notre état intérieur, informations sur ce petit problème que nous avons avec un ami, que nous avons avec quelqu'un de la famille, que nous avons avec un collègue de travail, que nous avons peut-être avec le voisin, hein, qui laisse sa poubelle sur le palier et ça ne nous plaît pas, bon, etc., etc., etc. Hein. La vie commence peut devenir intéressante, très intéressante, quand on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. En ayant une information, en allant chercher l'information à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous allons connaître notre psychologie. Parce que toute cette information que nous allons recevoir, c'est notre psychologie. Et si nous arrivons à comprendre, on va dire, la raison profonde de notre psychologie, parce que notre psychologie a ses raisons. Si nous arrivons à comprendre la raison profonde de notre psychologie va, à un moment donné, devoir être éliminée pour laisser échapper ce qu'elle contient, le trésor qu'elle contient, qu'on appelle essence, qui est la connaissance de l'univers entier, bien que ce soit une petite. Bon, par exemple, si la petite goutte d'eau de la mer, ça n'est pas la mer, non? Mais pourtant, cette petite goutte d'eau de la mer contient toutes les lois de la mer. Toutes. C'est-à-dire, elle est au courant de tout ce qui se passe dans la mer. Cette petite essence, à l'intérieur de chacun d'entre nous, de manière identique, est au courant de tout ce qui se passe dans l'univers. Elle vient de là. Elle vient pas d'ailleurs. Ce qui veut dire que nous tous, nous avons un lien très intime avec l'univers que nous avons oublié parce que la vie nous prend beaucoup. Les réflexions que nous avons en ce moment, ce ne sont pas des réflexions que nous avons tous les jours. Hein. Alors, il y a une question pour terminer. Voilà. Comment allons-nous rentrer dans la méditation? Pour rentrer dans la méditation, comme nous l'avons dit hier, nous ne pouvons pas confondre la méditation avec la pensée. La méditation commence quand nous arrivons à ne plus penser. Hier, nous avons donné une clé pour arriver à ne plus penser. Ça n'est pas une chose facile. Dire que s'arrêter de penser, c'est facile, c'est un mensonge. Ça n'est pas facile. Parce que depuis des siècles, des millénaires et des millénaires, nous vivons de cette manière-là. C'est-à-dire que ce qui compte pour nous, c'est la pensée et rien d'autre.
Il n'y a pas plus intelligent que la pensée. Aujourd'hui, nous affirmons, on va dire, c'est la culte, en représentation de la culture gnostique, nous affirmons qu'il existe un élément à l'intérieur de chacun d'entre nous qui a une connaissance et une intelligence qui dépassent de loin toutes les capacités intellectuelles que nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas en train de dénigrer la partie intellectuelle, mais il est nécessaire de pouvoir la mettre à sa place. Parce qu'il n'est pas juste que la partie intellectuelle, on va dire le mental, le monde de la pensée, règne sur l'être humain, avec la préoccupation, avec on passe son temps parfois on voudrait bien s'arrêter de penser, on n'y arrive pas. Parce que, surtout quand nous avons de la préoccupation, on n'arrive pas à s'arrêter de penser. Donc, on voudrait bien pouvoir le faire. Donc, hier, on a donné la clé pour déjà arrêter de penser, calmer le mental, calmer les émotions, qu'on appelle mantra. On a donné un mantra, qui est le mantra Om, très connu. Comme on disait, c'est connu dans l'univers entier, certainement. Donc, ce mantra permet de relâcher un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans notre cœur et qui permet donc de calmer totalement toute cette activité que nous avons à tout moment, activité interne. Quand nous arrivons au stade au stade de la non-pensée, donc on ne va pas être exigeant, mais arriver à se calmer. À se calmer. Là, on va devoir faire quelque chose aussi qui est la concentration. Là, on parle du pouvoir de la concentration. En fait, le pouvoir de la concentration, c'est-à-dire la concentration, c'est la capacité de pouvoir se fixer sur un seul point. Alors, quel point? Alors, il y a quelques points à l'intérieur de l'organisme humain qu'on recommande, qui sont recommandés. Le premier point qu'on peut... Alors, quand on choisit un point, on va le garder. On ne va pas un jour le faire avec un et le lendemain avec un autre. Non, on va garder toujours le même point. Le premier point de concentration qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle ici l'entre-sourcil. Certains l'appellent le troisième œil. Bon, nous ne sommes pas en train de parler du développement du troisième œil. C'est pas ça qui nous intéresse ce soir. C'est de trouver un point de fixation de la concentration. Donc ici, nous avons un point sur lequel nous pouvons fixer notre concentration. C'est-à-dire fixer notre mental. Le mental est fixé là. Il n'en bouge plus. Donc, il n'en bouge plus, il n'y a plus de pensée. Et tout devient tranquille. Un deuxième point de concentration qui peut être utilisé, c'est le cœur. Donc, aussi, c'est un point bien intéressant, le cœur. Si aujourd'hui, on utilise comme point de concentration, chacun d'entre nous, on va préférer un point plutôt qu'un autre. Bon, celui que nous préférons, c'est celui-là avec lequel il faut travailler. On peut aussi fixer sa concentration sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est un élément, évidemment, extrêmement fondamental dans tout ce qui est l'organisme humain. Et nous savons à quel point la colonne vertébrale rassemble un certain nombre de fonctions sans lesquelles nous pourrions vivre, sans lesquelles nous pourrions être là ce soir. Un autre point de concentration, ça peut être aussi un mantra. Bon, nous parlons d'un mantra tout à l'heure, le mantra Om, que l'on fait à voix normale, mais aussi il peut y avoir un mantra qu'on va chanter de façon mentale, intérieure. Donc, on ne va plus, c'est-à-dire le mental va être concentré totalement sur cette sonorité, mais qui reste intérieure.
Ce sont 4 possibilités que nous avons pour pouvoir concentrer notre mental en une seule chose. Donc, arriver à calmer, hein, on reprend, arriver à calmer. Le corps physique, c'est pas le plus compliqué. Mais bon, se relâcher, voilà, se relâcher. Ensuite, le corps, la partie émotionnelle, ensuite la partie mentale, avec un mantra. Donc, on a donné le mantra clé. Om. Puis, une fois qu'on est arrivé à une tranquillité mentale, on va pouvoir fixer notre mental en une seule chose. Quand on arrive à avoir cette concentration, nous allons pouvoir, nous sommes dans les bonnes dispositions pour pouvoir faire l'expérience de la méditation. Parce que là, nous ne sommes pas encore rentrés réellement dans le domaine de la méditation, mais nous sommes rentrés dans les préparatifs à la méditation. Et donc, une fois qu'on a atteint un degré de concentration, bon, assez bon, on va pas dire très bon, mais bon, déjà quelque chose de correct. Donc, on va rechercher ce qu'on appelle la somnolence. Une somnolence, pas le sommeil. Parce que le sommeil, c'est pour s'endormir, c'est pour se reposer la nuit. Mais là, nous parlons d'une somnolence. Il y a une différence entre la somnolence et le sommeil. Le sommeil profond, et puis bon, on s'endort, et puis on se réveille le lendemain matin. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On ne sait pas. Bon. Mais là, on parle d'une somnolence. Donc, on reste conscient. Quand on s'endort, là, la nuit, la conscience, on ne sait pas où elle est. Mais bon, quand on garde la somnolence, ce point stratégique, alors là, oui, nous pouvons faire l'expérience de la méditation. Et arriver donc à ce dont nous avons parlé tout à l'heure, arriver au vide illuminateur, c'est-à-dire l'essence, notre essence, ce mystère, ce mystérieux élément absolument inconnu de chacun d'entre nous, va pouvoir s'échapper et faire l'expérience du vide illuminateur, c'est-à-dire expérience du pays d'où elle vient. Elle vient de là. Nous tous, nous avons un lien avec cela. Et donc, nous avons ce soir donc précisé un peu plus quel est le but de la méditation, en tout cas dans ce que nous appelons la culture gnostique, hein, puisque évidemment nous expliquons tous ces éléments-là à la lumière de la culture gnostique. Voilà. S'il y a des questions, nous sommes bien sûr très heureux de pouvoir y répondre. En attendant, nous savons que c'est pas en 3 quarts d'heure qu'on va connaître toute la science de la méditation avec tout. Il y a beaucoup d'aspects qu'il est nécessaire de connaître en plus. Hein. Mais ce soir, on a donné quand même un panorama, un schéma. Hein. Donc, nous avons des centres de formation gnostiques, hein, donc, qui sont tournés vers la connaissance de la gnosis, de la gnose. Donc, ici, donc, en France, c'est gnosisfrance.org. Voilà. Vous allez sur ce site et vous allez trouver toutes les informations si vous souhaitez donc participer à un cours de formation gnostique. Donc, on a actuellement des centres à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nancy et à Lille. Voilà. Donc, en allant sur le site que nous vous avons indiqué, vous pouvez retrouver les adresses, les téléphones, les contacts, etc. Pour des personnes qui seraient en Suisse aussi, il y a une institution gnostique qui a son site. Son site, c'est gnosissuisse.ch.
hein, gnosissuisse.ch. Et donc, il y a des cours de formation gnostique qui sont donnés à Genève et à Martigny. Voilà, donc toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact à travers des sites que nous venons de dire. Donc, le site en France, c'est gnosisfrance.org et le site en Suisse, c'est gnosissuisse.ch. Ah, voilà une question. Il m'est arrivé de méditer et de m'être endormi, puis d'un coup, je me réveille toujours et les yeux fermés. Est-ce que, par hasard, je me suis assoupi ou est-ce possible que ce soit une phase d'extase? Bon. L'être humain qui fait l'expérience de l'extase s'en souvient. C'est impossible de faire l'expérience de l'extase puisque c'est une expérience absolument consciente, puisque ces petits éléments qu'on appelle essence, on l'appelle aussi conscience. Et donc, l'expérience réelle de l'extase, c'est une expérience absolument consciente. Donc, la personne va évidemment se souvenir totalement de cette expérience. Alors maintenant, pendant la nuit, pendant le sommeil, hein, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, des choses désagréables, des choses agréables. Bon, bien sûr, arriver à vivre les heures du sommeil, à vivre les expériences oniriques de façon consciente, c'est un niveau qui est étudié dans les études gnostiques. C'est un niveau auquel nous aspirons tous d'arriver à dormir, si on peut parler comme ça, nous reposer la nuit, c'est-à-dire le corps physique avec son processus du sommeil normal, mais garder la conscience éveillée. Alors, la stabilité dans le monde matériel, les finances par exemple, est essentielle pour arriver à la non-pensée, ne plus avoir de préoccupations matérielles. Sinon, c'est très compliqué de méditer, non? Alors, même si on a une grosse préoccupation matérielle, par exemple, c'est pas le soir de 9h à 10h qu'on va résoudre notre problème, si on a un problème avec notre banque, avec notre banquier, ou même c'est bon, bref. Donc, il y a des moments où nous sommes libres de pouvoir mettre en pratique la non-pensée, s'échapper de la préoccupation. En plus, résoudre un problème, se préoccuper ne permet pas de résoudre les problèmes. Bien souvent, le problème, c'est plus la préoccupation, bien sûr. Si on n'a pas d'argent pour payer le loyer, c'est un problème. Il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, et essayer de trouver une solution. Mais la préoccupation, qui est une réaction psychologique interne, ne sert à rien dans ce processus. Ne fait que, bien souvent, nous compliquer un peu la vie parce que ça nous rend un peu la situation un peu amère. Voilà. Donc, évidemment, méditer dans ces conditions-là, c'est toujours, quand on est plein de préoccupations, c'est pas simple, mais c'est le pari. C'est le pari de ce que nous propose la culture gnostique. C'est un pari. Oui, parce que on doit arriver à retrouver tous les mystères qui se trouvent occultes à l'intérieur de chacun d'entre nous au milieu de tout cela. Des préoccupations matérielles, la finance qui fonctionne pas, le travail on n'en a pas, etc., etc. Ça, c'est le grand pari de la culture gnostique. Est-ce qu'il peut bien parler de l'entre-sourcil? L'entre-sourcil, c'est cette partie-là. Hein? Voilà. Donc, se concentrer sur l'entre-sourcil, ça veut dire sentir cette partie-là uniquement. Ne rien sentir d'autre. Sentir ici.
ne pas imaginer, ne pas essayer de voir quelque chose. Parce que ça, c'est un problème aussi. Bien souvent, nous essayons de voir. Mais nous allons voir, d'ailleurs, on va, avec cette question de vouloir voir, on va forcer notre capacité mentale. Le mental, c'est un organe dont nous avons besoin, qui est très nécessaire à la vie. Mais au travers d'une manière de nous comporter, nous faisons souffrir cette partie-là. Et il y a ce qu'on appelle certaines pratiques de visualisation qui forcent la partie mentale. Et donc, nous ne recommandons pas vouloir voir, mais sentir. Sentir, c'est très naturel. Si là, en ce moment, toutes les personnes qui sont en train d'écouter ou de regarder le programme, on dit sentez l'orteil du pied droit. Il n'y a pas besoin de penser, on le sent. Et donc, en ce moment, si on dit sentez cette zone de l'entre-sourcil, à l'instant même, on le sent. Il n'y a pas besoin de penser. Voilà, c'est la grande différence entre penser, vouloir visualiser et sentir. Ah, il y a une autre question ici. Donc, si on a subi le sommeil profond pendant la méditation, là, on a passé à autre chose. Non, oui, quand on rentre dans le sommeil profond, on dort. Voilà, on dort. Et comment dire, nous pouvons nous rendre compte que nous dormons puisque la conscience, il n'y en a plus. Ni même la conscience cette conscience minimale que nous avons tous les jours pour pouvoir nous déplacer et faire nos choses de la vie quotidienne. Là, nous n'avons plus rien. Donc, quand on rentre dans le sommeil profond, voilà, on s'est endormi, comme on dit. Trois mantras mentaux. Pouvez-vous les citer, s'il vous plaît? J'ai parlé de 3 mantras mentaux. Non, je ne vais pas parler de 3 mantras mentaux. J'ai parlé du mantra Om, et c'est tout, qui est un mantra qui permet d'activer un certain nombre d'éléments qui ne sont pas vraiment physiques, mais qui sont physiques aussi, à l'intérieur du cœur. Bon, le cœur, c'est un centre spécial chez l'être humain. Et grâce au cœur, nous pouvons arriver à sentir beaucoup de choses. Mais voilà, on peut sentir des choses de toute espèce avec le cœur. Donc, le seul mantra que nous ayons cité ce soir, c'est le mantra Om. Nous n'avons pas parlé de 3 mantras mentaux. Alors, il se peut que ma langue est fourchée, parce que des fois elle fourche, et qu'on ait pu entendre cela, mais je n'ai pas parlé de 3 mantras mentaux. Bien, merci beaucoup. Les questions sont terminées. Et nous vous invitons demain soir pour le 3e et dernier volet de ce programme de Meditamundi. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée à vous tous.